Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'orthopédie qui aura pour thème les traumatismes de l'épaule. Mais avant ça, on va faire un petit rappel anatomique sur la région de l'épaule. Pour le rappel, on va s'intéresser à la ceinture scapulaire qui est importante pour comprendre le cours des traumatismes de l'épaule. La ceinture scapulaire donc, est une ceinture constituée de plusieurs os, la clavicule, la scapula et la tête humérale. La clavicule est un os long constituée d'une extrémité interne, d'une extrémité externe et d'une diaphyse. La ceinture est constituée aussi d'une scapula, un os plat à deux faces, une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur, un bord interne ou médial et un bord externe ou axillaire, ainsi que la tête humérale qui fait partie du squelette du bras. Donc, la ceinture scapulaire est engrainée grâce à plusieurs articulations, dont deux qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, l'articulation acromioclaviculaire et l'articulation scapulo-humérale. L'articulation acromioclaviculaire, c'est l'union de la clavicule ici et de l'acromion qui est le prolongement de l'épine de la scapula. Donc, cette articulation est unie grâce à un appareil ligamentaire fait d'un ligament acromioclaviculaire, donc entre l'acromion et la clavicule, et de deux autres ligaments, le ligament coracoclaviculaire dans sa portion trapézoïde et le ligament coracoclaviculaire dans sa portion coronoïde. Donc c'est une articulation, c'est pas vraiment une articulation, c'est l'union de deux segments osseux grâce à un appareil ligamentaire. La deuxième articulation, c'est l'articulation scapulo-humérale, la fameuse articulation de l'épaule, entre la cavité glénoïdale de la scapula et la tête humérale ici. Cette articulation, donc, elle est unie grâce à une capsule articulaire. Elle est unie aussi grâce à plusieurs ligaments, dont le ligament coraco-huméral entre le processus coracoïde et l'humérus, grâce à trois ligaments importants qui sont les ligaments gléno-huméraux, supérieur, moyen et inférieur ici, et un ligament capsulaire de l'articulation scapulo-humérale. Donc, la ceinture scapulaire, si on résume, est constituée de trois os, la clavicule, donc qui peut être sujette à des fractures qui peuvent intéresser le tiers externe, le tiers moyen ou le tiers interne. Il y a aussi la scapula, donc qui présente une cavité glénoïdale qui s'articule avec la tête humérale. Cette tête-là qui peut être sujette à des luxations, donc la tête peut sortir, venir en antérieur, en inférieur, sous la cavité glénoïdale ou même en postérieur. Donc, après avoir vu les rappels anatomiques, retournons à la diapo pour voir les traumatismes de l'épaule. On va voir aujourd'hui trois entités, la première étant la luxation traumatique de l'épaule. On va voir la définition, le mécanisme, la classification brièvement, le diagnostic clinique et radiologique et enfin la prise en charge. On verra comme deuxième entité la fracture de la clavicule, sa définition, son mécanisme, sa classification, le diagnostic clinique et radiologique, la prise en charge et enfin les complications. Et comme dernière entité, on va voir la disjonction acromioclaviculaire, toujours sa définition, le mécanisme, la classification, le diagnostic clinique et radiologique et la prise en charge. Commençons donc avec la luxation traumatique de l'épaule. Quelle est la définition de la luxation de l'épaule ? C'est une perte permanente, mais surtout totale, du contact entre la surface articulaire de la tête humérale et la cavité glénoïdale de la scapula. C'est une perte permanente, mais surtout totale. Il n'y a plus aucun contact entre les deux surfaces articulaires. Elle est surtout fréquente chez le sujet jeune, plus apte à faire des chutes sur la main ou sur le moignon de l'épaule. C'est une urgence thérapeutique. Elle peut se compliquer de raideur articulaire ou d'instabilité de l'épaule. C'est une urgence thérapeutique car l'individu peut présenter une raideur articulaire par la suite, c'est-à-dire qu'il aura des difficultés à mobiliser son membre supérieur. Il peut aussi présenter une instabilité de l'épaule, c'est-à-dire qu'il va, dans le futur, se luxer l'épaule plusieurs fois.
c'est une épaule instable. Quel est le mécanisme? Comment on peut se luxer l'épaule? Alors, le mécanisme le plus fréquent est un mécanisme indirect. C'est une chute avec la réception qui se fait sur la paume de la main ou sur le coude. Cette chute, elle peut se faire bras en abduction, c'est-à-dire loin du tronc, en rétropulsion, c'est-à-dire que le bras est déjeté en arrière, et en rotation externe. Donc, bras en abduction, rétropulsion, rotation externe. Dans ce cas, j'aurai une luxation antéro-interne. C'est la forme la plus fréquente de la luxation de l'épaule. La chute peut se faire bras en adduction, c'est-à-dire que le bras il est collé au tronc, le coude il est collé au tronc, en antépulsion, c'est-à-dire bras déjeté en avant, rotation interne, donc bras en adduction, antépulsion, rotation interne. Dans ce cas, j'aurai une luxation postérieure de l'épaule. Donc, si on résume, le mécanisme le plus souvent il est indirect, chute sur la main ou sur le coude, bras en abduction, rétropulsion, rotation externe, on a une luxation antéro-interne, bras en adduction, antépulsion, rotation interne, on aura une luxation postérieure. Le mécanisme le moins fréquent, c'est un traumatisme sur le moignon de l'épaule, une chute avec la réception directement sur le moignon de l'épaule. Ce mécanisme est plus rare que le mécanisme indirect. Alors, pour la classification, il faut savoir qu'en orthopédie, il existe plusieurs classifications pour chaque traumatisme. On ne va donc pas s'attarder sur celle-ci. On va survoler la classification. Donc, il faut savoir que la luxation traumatique de l'épaule peut se diviser en 4 entités. La luxation antéro-interne, c'est-à-dire que la tête humérale ici va sortir de la cavité glénoïdale et va se déjeter en avant d'elle. Donc, luxation antéro-interne, c'est la forme la plus fréquente. 95% des luxations traumatiques de l'épaule sont des luxations antéro-internes. La luxation postérieure, c'est-à-dire que la tête humérale ici va se déjeter en arrière, va passer derrière la cavité glénoïdale. Il existe des formes plus rares comme la luxation inférieure, c'est-à-dire que la tête humérale ici, vous pouvez imaginer qu'elle vient au-dessous de la cavité glénoïdale, et la luxation supérieure, la tête humérale va dépasser ici le processus coracoïde et la clavicule, donc en rompant les ligaments qui les unissent, et va passer au-dessus de la cavité glénoïdale. Donc, 4 entités, la luxation antéro-interne la plus fréquente, la luxation postérieure, la luxation inférieure et la luxation supérieure. Donc, après avoir vu le mécanisme et la classification, on va passer au diagnostic. Le diagnostic est fait de 2 volets, un diagnostic clinique et un diagnostic radiologique. Le diagnostic clinique lui-même est formé de 2 étapes. Première étape, repérer les signes de la luxation. Donc, comment reconnaître une luxation sachant que c'est un motif très fréquent de consultation au niveau des urgences d'orthopédie? Alors, toujours, on a une douleur qui est importante au début, mais qui va se calmer par la suite. On a ce qu'on appelle l'attitude de Dessau, on va le voir, l'attitude de Dessau ou attitude du traumatisé du membre supérieur. Et enfin, on aura une déformation caractéristique de la luxation de l'épaule. Dès qu'on voit cette déformation, on est déjà très orienté vers la présence d'une luxation traumatique de l'épaule. Les déformations caractéristiques sont faites du signe de l'épaulette d'abord. Alors, le signe de l'épaulette est la protrusion de l'acromion au niveau de l'épaule qu'on voit assez bien ici. Donc, l'acromion va faire protrusion, va sortir. On le verra lors d'une luxation traumatique de l'épaule. On a le signe de Berger. Le signe de Berger est fait d'une abduction irréductible du membre supérieur. Ici, on ne le voit pas très bien, mais le coude est loin du tronc, donc c'est une abduction irréductible. On a beau vouloir rapprocher le coude du corps, on n'y arrivera pas. On aura un coup de hache latéral très pathognomonique, donc voici le coup de hache latéral. On voit ici qu'il y a une discontinuité au niveau du bras. On aura une vacuité de la cavité glénoïdale. Ici, on aura de la vacuité de la cavité glénoïdale ici. Il faut savoir que la tête humérale donc, va s'ancrer au niveau de la cavité glénoïdale. Si celle-ci sort de sa cavité, donc il y aura une vacuité palpable de la cavité. Et enfin, un comblement du sillon deltopectoral.
Ici, on voit que le sillon deltopectoral est vide vu que la tête humérale est dans sa cavité. Au niveau de ce membre, on voit que le sillon deltopectoral n'est pas vide et à la palpation, on peut sentir que le sillon deltopectoral est comblé par la tête humérale elle-même qui est sortie de sa cavité. L'attitude de Dessau, c'est l'attitude du traumatisé du membre supérieur. Le patient va se présenter, donc c'est une attitude qu'on va retrouver pour tout traumatisme du membre supérieur, que ce soit une luxation ou une fracture. Le patient, il va se présenter avec le membre atteint qui est fléchi au niveau du coude et il soutient ce membre avec la main contralatérale, on va le voir ici. Donc, le bras atteint, il est en flexion au niveau du coude, soutenu par la main contralatérale. C'est une attitude qu'on va retrouver presque dans tous les traumatismes du membre supérieur. Le diagnostic clinique est fait de 2 étapes, on l'a dit au début. La deuxième étape est de rechercher les lésions associées, comme les fractures. Donc les fractures sont souvent associées aux luxations. Ça peut être une fracture de la tête fémorale, comme ça peut être une fracture avulsion des tubérosités de l'humérus. Ça peut être des lésions capsulaires, des lésions nerveuses du nerf axillaire ou même du nerf médian ou radial, des lésions vasculaires qu'il faut rechercher systématiquement car risque de nécrose de la tête fémorale et même nécrose du membre, et les lésions musculotendineuses car il faut savoir que quand la tête humérale sort de sa cavité glénoïdale et comme la nature a horreur du vide, les muscles de la coiffe des rotateurs ou le long chef du biceps peut prendre la place de la tête humérale, donc il va combler ce vide, c'est ce qu'on appelle l'incarcération, donc toujours rechercher ces signes d'incarcération, ces signes de lésions musculotendineuses. Deuxièmement, le diagnostic radiologique, très important, on est orienté avec la clinique, mais on doit toujours confirmer avec une radio. Toujours faire un cliché de face et un cliché de profil. Ici, on ne voit que le cliché de face. Là, on voit que la tête humérale est sortie de sa cavité glénoïdale, elle s'est déplacée, donc c'est une luxation. Pour la prise en charge, elle passe par 3 grandes étapes, la réduction, la contention et la rééducation. Alors, la réduction peut se faire de différentes manières. L'essentiel, c'est d'aller à l'encontre du mécanisme de luxation. Donc, puisque la tête humérale est sortie de sa cavité glénoïdale, on va essayer de la remettre dedans. Ici, l'une des façons de faire, on le voit ici, c'est qu'un soignant prend un drap qui va tirer du côté contralatéral à la lésion et un deuxième soignant va tracter le membre atteint. La tête humérale va tout de suite retrouver donc sa place, sa cavité glénoïdale. La deuxième étape, c'est la contention par un appareillage de Dujarrier, ici on le voit, ou un maillot clinique. Elle se fait, donc la contention est de 6 semaines chez un sujet jeune de moins de 30 ans, car il y a un grand risque d'instabilité de l'épaule. Il peut se reluxer l'épaule dans les 6 semaines. Et elle est de 3 semaines chez les sujets de plus de 30 ans, car il y a un grand risque de raideur articulaire. Troisième étape, c'est la rééducation. Donc, après avoir enlevé le dispositif de contention, on va essayer de mobiliser progressivement le membre pour éviter la raideur articulaire. Alors, pour finir avec la luxation traumatique de l'épaule, il faut savoir que le traitement orthopédique est surtout indiqué chez le sujet jeune lors de sa première luxation. Si la luxation se répète, si elle récidive, il ne faudra recourir qu'à une réduction sans poser de maillot clinique. Mais si la luxation devient très récidivante ou elle devient irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la réduire, là il faut penser au traitement chirurgical. On passe au deuxième chapitre qui est la fracture de la clavicule. Alors, la fracture de la clavicule est une solution de continuité de cet os. Très facile, c'est une interruption de continuité de l'os clavicule. C'est une fracture très bénigne. Elle est surtout fréquente chez le sujet jeune de sexe masculin parce qu'il est plus apte à faire des chutes et chez l'enfant. Alors, le mécanisme le plus souvent est un mécanisme indirect, donc chute sur le moignon de l'épaule. Donc la chute, elle sera réceptionnée sur le moignon de l'épaule, mais l'impact sera au niveau de la clavicule qui va se fracturer. Il existe un état qui est exceptionnel, c'est le traumatisme obstétrical. Lors donc de l'accouchement, on peut engendrer une fracture de la clavicule chez le nouveau-né.
Le mécanisme il peut aussi être direct, donc traumatisme direct et violent sur la clavicule. Le sujet peut recevoir un coup au niveau de sa clavicule qui peut la fracturer. Alors, après avoir vu les mécanismes, on va passer à la classification. Il faut savoir que la clavicule est divisée en 3 segments, un segment externe, un segment moyen et un segment interne. La fracture peut se situer sur l'un des 3 segments. Donc la fracture du tiers externe, la fracture du tiers moyen qui est la plus fréquente et la fracture du tiers interne. Nous, ce qu'on va voir, c'est la fracture du tiers externe car elle peut intéresser l'articulation acromioclaviculaire et peut donc être plus méchante que les autres. La classification la plus utilisée est la classification de Neer qui va se diviser en 3 types, le type 1, le type 2, 2A et 2B et le type 3. Le type 1, on voit ici que le trait de fracture, il est situé entre le ligament acromioclaviculaire et les deux ligaments coracoclaviculaires. Donc ici, le processus coracoïde, donc les deux ligaments coracoclaviculaires. Ici, c'est l'acromion, donc ici, c'est le ligament acromioclaviculaire. La fracture est située entre ces entités-là. Le type 2A est un trait de fracture qui est situé en interne par rapport à tous ces ligaments, mais le fragment interne peut se déplacer, contrairement à la fracture de type 1 de Neer qui va avoir des fragments qui ne sont pas déplacés. Le type 2B, c'est une fracture qui va toucher un des ligaments coraco-claviculaires, donc il va se déchirer, il va le rompre. Et le type 3 est une fracture articulaire qui va directement toucher le ligament acromioclaviculaire, donc il va carrément rompre le ligament. C'est une fracture articulaire. Comment diagnostiquer une fracture de la clavicule? Alors, le diagnostic est toujours clinique puis radiologique. Le diagnostic clinique est fait d'une douleur, bien sûr, comme toute fracture. L'attitude de Dessau, l'attitude du traumatisé et du membre supérieur est toujours présente. On aura une impotence fonctionnelle du membre supérieur, donc on ne pourra pas mobiliser le membre supérieur. Et on aura une déformation caractéristique. Cette fois-ci, on aura un abaissement, une antépulsion, c'est-à-dire que l'épaule sera déjetée en avant du moignon de l'épaule, donc antépulsion du moignon de l'épaule, abaissement de celui-ci, et raccourcissement de la distance acromiosternale, c'est-à-dire qu'il y aura un raccourcissement de l'os clavicule. Donc, la déformation caractéristique est faite d'un abaissement, antépulsion du moignon de l'épaule et d'un raccourcissement de la distance acromiosternale du côté atteint. Le diagnostic radiologique, toujours, on fera un cliché de face du thorax. Alors, pourquoi faire un téléthorax? Tout simplement car si la clavicule est fracturée et l'un des fragments se déplace, il peut créer des lésions au niveau du sommet, au niveau du dôme pleural, au niveau du sommet du poumon. Donc, il peut engendrer un pneumothorax. On fera aussi un cliché en incidence de Porcher. C'est un cliché très spécial de cette fracture de la clavicule. Alors, c'est un cliché de face normal, mais le rayon, il est ascendant à 45 degrés par rapport à la clavicule. Donc, c'est un cliché de face, tout ce qu'il y a de plus naturel, mais le rayon n'est pas parallèle, n'est pas perpendiculaire à la clavicule, il est ascendant par rapport à celle-ci à 45 degrés. La prise en charge de cette fracture, très simple, on fera toujours la réduction quand quand la fracture est déplacée, mais plus souvent elle est en place, donc on n'aura pas à faire de réduction. On fera une contention. Alors la contention peut être soit orthopédique grâce à une écharpe coude au corps, c'est ce qu'on voit ici, donc c'est une contention orthopédique, soit on va recourir à la contention chirurgicale quand la fracture quand la fracture est plus grave. Donc on peut recourir à un embrochage ou à une plaque vissée. On aura donc après avoir enlevé le matériel de contention, on devra faire une rééducation pour le patient pour ne pas avoir de raideur articulaire et pour qu'il puisse bouger son moignon correctement par la suite. Donc 3 étapes de prise en charge: la réduction si les fragments ont bougé, si les fragments sont déplacés, une contention soit orthopédique, dans la plupart des cas c'est une écharpe coude au corps, soit elle est chirurgicale dans les cas les plus extrêmes, et une rééducation.
Pour les complications de la fracture claviculaire, comme toute fracture, elles sont faites de complications immédiates, secondaires et tardives. Les complications immédiates sont faites d'ouverture cutanée. On peut avoir une fracture ouverte de la clavicule. On peut avoir des lésions vasculaires et des lésions nerveuses. Et surtout, on peut risquer le pneumothorax, d'où la radiographie pulmonaire de face. Les complications secondaires, donc on peut avoir un déplacement secondaire des fragments et on peut avoir une nécrose cutanée au lieu de l'ouverture cutanée. Pour les complications tardives, on peut avoir un cal vicieux. Le cal vicieux, c'est que la clavicule, donc la fracture est guérie, mais la clavicule n'est pas reconstituée normalement, donc il y aura une déformation. On peut avoir des pseudarthroses, c'est-à-dire que la fracture ne guérit pas dans les délais supposés, et on peut avoir des raideurs articulaires au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Troisième chapitre, la disjonction acromioclaviculaire. Pour la définition, la disjonction acromioclaviculaire est une perte des rapports entre la clavicule et l'acromion suite à un traumatisme. Il faut savoir que entre l'acromion et la clavicule, il y a une articulation, l'articulation acromioclaviculaire. La disjonction est une perte des rapports entre les deux fragments, entre donc l'acromion et la clavicule. Elle est plus fréquente chez le sujet jeune de sexe masculin, donc le sujet sportif qui est plus apte à faire des chutes. Le mécanisme, ici, il est très peu probable de chuter de cette manière, mais le mécanisme, il est direct cette fois-ci, le plus fréquemment, il est direct. C'est une chute sur le moignon de l'épaule suite à un accident sportif, pour vous dire à quel point elle est rare, cette disjonction acromioclaviculaire. Alors, pour la classification de la disjonction acromioclaviculaire, on va voir ici la classification de Rockwood, la classification la plus utilisée. Alors, le stade 1 ou le type 1 est une entorse acromioclaviculaire par une distension du ligament acromioclaviculaire supérieur. Ici, on voit que c'est une distension sans déchirure, donc c'est une entorse acromioclaviculaire. Le type 2 est une subluxation acromioclaviculaire. Il y a une rupture de l'appareil ligamentaire, donc rupture du ligament acromioclaviculaire, avec une instabilité horizontale, donc en mobilité en tiroir. Qu'est-ce qu'une mobilité en tiroir? En fait, c'est la clavicule qui devient mobile dans le plan horizontal. On peut la tirer en antérieur comme en postérieur. Donc, c'est ça, une instabilité en tiroir en orthopédie. Donc, le type 1 est une entorse. Le type 2 est une subluxation, c'est-à-dire il y a une rupture de l'appareil ligamentaire. Le type 3 est une luxation proprement dite de l'articulation acromioclaviculaire, donc rupture de l'appareil ligamentaire, et rupture aussi, comme on le voit ici, des ligaments coracoclaviculaires. Donc, dans le type 2, les ligaments coracoclaviculaires, ils étaient intacts, pardon. Dans le type 3, il y a une rupture de tout l'appareil ligamentaire. Il y aura une instabilité, ce qu'on appelle en touche de piano, c'est-à-dire que la clavicule aura, on aura la possibilité de la mobiliser dans le plan vertical, donc dans le plan sagittal, la clavicule pourra être tirée en supérieur et en inférieur, donc comme une touche de piano. Le stade 4, c'est un stade 3 plus un déplacement postérieur de la clavicule, on le voit ici. Le stade 5, c'est un stade 3, donc une luxation plus un déplacement supérieur de la clavicule. Donc le stade 4, la clavicule va être déjetée en arrière. Le stade 5, la clavicule va être donc déjetée en haut. Et le stade 6, c'est un stade 3 avec un déplacement inférieur de la clavicule. Donc la clavicule va se déplacer en bas par rapport à l'acromion. Donc si on résume la classification de Rockwood, le type 1 est une entorse, donc il n'y a pas encore de déchirure de l'appareil ligamentaire. Le type 2 est une subluxation, donc juste une rupture du ligament acromioclaviculaire. Le type 3 est une luxation proprement dite car il y a rupture du ligament acromioclaviculaire et des deux ligaments coracoclaviculaires. Le type 4 est une luxation plus un déplacement de la clavicule en arrière.
Le type 5 est une luxation plus un déplacement de la clavicule en haut. Et le type 6, c'est une luxation plus un déplacement de la clavicule en bas. Donc, après avoir vu la classification, on va voir comment diagnostiquer une disjonction acromioclaviculaire. Alors, la clinique n'a rien de très révélateur. La clinique est faite d'une attitude de désaut, toujours attitude du traumatisé du membre supérieur, d'une douleur comme toute fracture, comme toute luxation, et d'une tuméfaction donc au niveau du moignon de l'épaule. Le diagnostic radiologique, il est fait d'un cliché de face, comme toujours. Un cliché avec une incidence axillaire, c'est-à-dire que le rayon va traverser la région axillaire pour rencontrer la plaque au niveau de la clavicule. Donc c'est un cliché axillaire. Et le profil de l'AMI, on va le voir ici. Le profil de l'AMI est un cliché donc spécial pour la disjonction acromioclaviculaire. Comme on le voit ici, le rayon incident va donc traverser ici cet angle pour rencontrer la plaque à ce niveau-là. On aura une image très spéciale, c'est l'image en Y qui va réunir le bord interne de la scapula. Ce qu'on voit ici, donc le processus coracoïde et l'acromion, donc l'image en Y. Donc ce profil de l'AMI, il est très spécifique à la disjonction acromioclaviculaire et c'est grâce à lui qu'on peut détecter cette anomalie. Donc le diagnostic radiologique est fait d'un cliché de face, un cliché axillaire et un profil de l'AMI. Pour finir, la prise en charge de la disjonction acromioclaviculaire est faite toujours d'une réduction si c'est une disjonction, donc si les fragments sont déplacés, et d'une contention grâce à une écharpe coude au corps pendant une durée courte de 3 semaines. Merci.